Quel sujet vous intéresserait? Et c'est celui qui est ressorti vraiment le plus souvent. C'était soit des pathologies de la ponévrose plantaire, soit du tendon d'Achille, en tout cas toujours une pathologie de la chaîne postérieure. Alors donc j'ai décidé de faire une petite mise au point sur toute cette chaîne postérieure en faisant un petit focus sur le tendon d'Achille. Alors, donc on commence par la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est quoi? On parle de complexe suro-achilléo-plantaire. Donc, on a le muscle solaire, qui est un muscle qui est monoarticulaire, qui s'insère à la face postérieure du tibia. Les muscles gastrocnémiens, donc anciennement appelés les jumeaux, qui s'insèrent à la face postérieure des condyles fémoraux. Et donc, ce muscle-là, enfin, ces muscles-là sont des muscles biarticulaires. Donc, on a une partie qui est un muscle monoarticulaire, une autre partie qui est un muscle biarticulaire, et en distalité, le tout se rejoint pour former le tendon d'Achille, qui vient s'insérer sur le calcanéum. Et au niveau du calcanéum, il y a une continuité fibreuse de ce tendon d'Achille qui se prolonge tout le long du calcanéum et qui ensuite se prolonge vers l'aponévrose plantaire. Et l'aponévrose plantaire vient s'insérer sur les têtes métatarsiennes. Donc tout ceci correspond au complexe suro-achilléo-plantaire. Alors, il y a deux tableaux cliniques qui sont bien distincts. Le premier, c'est la rétraction d'Achille avec un équin. Donc ça, c'est un tableau qui est très rare. Souvent, ce sont des étiologies neurologiques ou ostéo-articulaires, donc des grosses raideurs dans une mauvaise position. La marche à plat est impossible. Et on va un peu mettre à part ce tableau clinique-là qui reste plus qu'exceptionnel. Par contre, ce qu'on appelle la chaîne postérieure courte, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. C'est environ 20 à 50% de la population qui est touchée. On peut avoir des chevilles dites raides. Alors, elles ne sont pas forcément raides, mais on va avoir une diminution d'amplitude articulaire de cheville. On va avoir un inconfort lors de la marche à plat, notamment pieds nus, et c'est très souvent passé inaperçu. Ça touche une grande partie de la population, donc c'est passé inaperçu. Tout ça, ça donne ce qu'on appelle les pathologies de la chaîne postérieure. Et à l'interrogatoire, vous pouvez retrouver notamment, si vous le recherchez, parce que les patients ne vous le diront pas, la notion de crampe au niveau des mollets, notamment en fin de journée ou la nuit. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent. Alors, quel est le test clinique pour regarder si on a une chaîne postérieure courte? C'est ce qu'on appelle le test de Sieverskjöld. Donc, c'est un test qui a été décrit dans les années 60, donc c'est un très vieux test, mais qui prend tout son sens de par l'anatomie. On a vu que les gastrocnémiens sont des muscles biarticulaires, donc lorsqu'il est mis en tension, c'est-à-dire que lorsqu'on a le genou tendu, ce muscle est tendu et on va imprimer une flexion dorsale de la cheville. Si genou tendu, on n'arrive pas à avoir une flexion dorsale de cheville, et que par contre, genou fléchi, lorsqu'on détend la chaîne postérieure, donc les gastrocnémiens, on arrive à avoir une flexion dorsale de la cheville, ça veut dire qu'on a une chaîne postérieure courte. Bien évidemment, si en flexion de genou ou en extension de genou, vous n'avez pas de flexion dorsale de cheville, eh bien, le problème, il est autre. Ce n'est pas un problème de chaîne postérieure. Alors, la biomécanique, en fait, à chaque phase du pas, on va solliciter cette chaîne postérieure de façon différente. Lorsque, sur cette première phase du pas où le genou est un petit peu fléchi, le gastrocnémien est détendu et donc on ne va pas avoir de douleur au niveau notamment de l'avant-pied. On peut avoir une douleur au niveau de l'impact, au niveau de l'aponévrose plantaire, au moment du talonnage, mais c'est surtout, c'est pas la phase du pas qui va mettre le plus en tension la chaîne postérieure. Cette phase du pas, c'est la phase de propulsion où on a un genou qui est en extension. Puisque le genou est en extension, les gastrocnémiens sont tendus, toute la chaîne postérieure est tendue, et donc lorsqu'on va donner l'impulsion, on peut avoir des douleurs de l'anthèse et des métatarsiens. Donc, les conséquences d'une chaîne postérieure courte, ça va être
toutes ces zones-là qui risquent d'être inflammées, douloureuses. Donc, au niveau de l'insertion du tendon d'Achille, ça va être la tendinite d'insertion, donc l'anthésopathie d'Achille. Au niveau de l'aponévrose plantaire, donc à son insertion calcanéenne, c'est ce qu'on appelle l'aponévrosite plantaire, c'est ce qu'on appelait l'épine calcanéenne. Je rappelle que l'épine qui se forme à cet endroit-là n'est en rien responsable de la douleur. Ça n'est qu'une conséquence. L'épine calcanéenne, on peut faire ce qu'on veut, on peut l'enlever si on veut, ça ne réglera pas le problème. Le problème, ce n'est pas de l'os qui pousse, le problème, c'est une inflammation de cette zone-là. Et puis, vous aurez aussi des douleurs au niveau des têtes métatarsiennes. Et parfois, on peut avoir aussi un hallux rigidus, donc de l'arthrose assez précoce, notamment chez les jeunes. Lorsque vous avez un patient qui est jeune, qui a des douleurs sur le gros orteil, avec des mobilités du gros orteil qui sont anormales, eh bien, il faut rechercher une pathologie de la chaîne postérieure, parce que bien souvent, en fait, le problème vient de bien plus haut et vient de toute cette chaîne postérieure qui est raccourcie. Alors, le traitement médical, il reste médical ou fonctionnel. Il faut être humble dans cette pathologie-là. Dans 80%, voire 90% des cas, le chirurgien, il n'a rien à faire. Ça reste un traitement fonctionnel. Donc, le traitement consiste à les étirements bicotidiens. Ça, c'est très important. On a un muscle qui est raccourci. Le but, c'est d'étirer au maximum pour lui redonner une longueur satisfaisante. Donc, ça se fait par des étirements. Alors, c'est astreignant. C'est-à-dire que le malade, il faut lui expliquer que tant qu'il ne fait pas ça, il ne va pas guérir. Par contre, s'il le fait sérieusement, alors moi, je demande au malade de le faire 5 minutes 2 fois par jour, ce qui est beaucoup. 5 minutes 2 fois par jour, c'est déjà contraignant. Mais s'ils le font 5 minutes 2 fois par jour, en général, ça s'améliore et on n'entend plus parler au bout de 2-3 mois. Il faut proscrire le port de talons en continu. Bien évidemment, si vous avez une malade qui marche continuellement avec des talons, le tendon d'Achille et toute la chaîne postérieure a tendance à s'accourcir. Et d'ailleurs, elle ne peut plus marcher à plat parce que ça lui fait mal, donc elle met des talons et donc c'est un cercle vicieux. Donc les talons, oui, de temps en temps, il ne faut pas marcher tout le temps en talons, il faut étirer cette chaîne postérieure. La rééducation donc, est très utile dans ce genre de pathologie. Ça passe par les massages transverses profonds, les ondes de choc radiaires, le renforcement des releveurs. Les orthèses plantaires également. Il faut toujours chercher un défaut d'axe d'arrière-pied, notamment des pieds creux. Les pieds creux ont plus tendance à avoir des chaînes postérieures courtes. Et donc, ça, c'est très important aussi de leur faire à la fois à la phase aiguë pour la douleur, notamment sur une aponévrose plantaire. Donc, un amorti talonnier va être utile. Ça, c'est pour la phase aiguë. Mais si vous faites que ça, eh ben, vous n'allez juste qu'améliorer cette phase aiguë. Ils pourront plus passer des semelles. Donc, il faut faire aussi le reste. Et puis, corriger le reste du pied s'il y a un défaut d'axe, s'il y a un varus de l'arrière-pied. Tout ça, ça se corrige dans les semelles. Mais c'est vrai qu'à la phase aiguë, des fois, c'est un peu difficile de tout traiter en même temps. Le traitement chirurgical, ça va être des techniques d'allongement. Alors, j'ai mis allongement d'Achille, ce n'est pas vraiment Achille qu'on allonge, c'est toute cette chaîne postérieure-là. On peut allonger Achille, mais vous allez voir, ce n'est pas les mêmes suites opératoires. Donc, les techniques d'allongement vont se servir de l'anatomie pour les allonger à différents endroits. Chaque zone va être plus ou moins efficace, utile et contraignante dans les suites post-opératoires. Alors, la zone 1, c'est la zone d'attache du gastrocnémium médial au niveau du condyle fémoral. Donc, on est très, très haut. Donc, on va pouvoir avoir une détente du gastrocnémium médial, qui est le muscle qui participe le plus à cette rétraction. Et en détendant ce muscle, on détend toute la chaîne. La zone 2, on est en deçà des corps musculaires des gastrocnémiens. C'est un peu plus contraignant dans les suites opératoires, je vais y revenir, mais c'est très, très, très puissant. La zone 3, c'est l'allongement d'Achille. Je ne vais pas le développer parce que je n'en fais plus dans ce genre de pathologie. C'est des allongements d'Achille. Ça nécessite une immobilisation post-opératoire et puis vous ne pouvez pas beaucoup allonger.
Parce qu'un tendon d'Achille, c'est pas très élastique. Et donc, du coup, vous êtes limité en longueur d'allongement. Alors, la section de l'aponévrose du gastrocnémium médial. Déjà, on ne va pas sectionner le muscle. Le muscle, on le laisse en place. On sectionne juste les fibres blanches qui sont à ce niveau-là, qui vont permettre, c'est vraiment l'aponévrose, ce qui recouvre le muscle, et ça va permettre de détendre toute cette structure de la chaîne postérieure. C'est une chirurgie qui est assez simple, il y a peu de complications, c'est une incision dans le pli du genou qui fait 2-3 cm. Et c'est une chirurgie ambulatoire, on marche tout de suite. Il faut au contraire demander au malade de faire des étirements parce que vous comprenez que si vous restez allongé, le risque c'est que ça se cicatrise là où c'était et donc vous allez perdre en efficacité sur cet allongement des fibres. Je dis toujours aux malades à quoi ça ressemble pour qu'ils se fassent à l'idée. C'est comme si vous aviez un steak. Vous avez un steak, vous avez des fibres blanches parfois qui sont assez dures lorsque vous coupez avec le couteau. Dès que vous avez coupé ces fibres blanches, en dessous, vous avez de la viande qui est toute bonne, qui est toute molle. Et bien, c'est exactement ça. On ne va pas couper toute la viande, on ne va pas couper le muscle, on coupe juste cette partie fibrosée, dure, qui va permettre d'allonger les muscles. Ça se fait en décubitus ventral, bien évidemment. La deuxième, on va changer de zone, on est en zone 2, c'est la technique de Stryer. C'est une technique qui peut être réalisée soit à ciel ouvert, soit sous endoscopie. Et on vient, tel est le dessin ici, sectionner aussi cette aponévrose, mais beaucoup plus bas. Donc, on a une très forte capacité d'allongement parce qu'on agit sur les deux faisceaux musculaires. On ne touche pas, bien évidemment, au solaire. Ça se fait en décubitus ventral. Il y a un peu plus de risque de lésion du nerf surral. Je vous montrerai après pourquoi. Et les suites sont un peu plus difficiles, entre guillemets, parce que ça allonge beaucoup plus, on touche plus de fibres, et donc souvent c'est moins nécessaire. Je le réserve plutôt pour des cas où le signe de Siever-Skjold est très très important, c'est-à-dire qu'on a une très grande différence entre la cheville genou tendu et la cheville genou fléchi en flexion dorsale. Quand il y a une très très grosse différence où je me dis qu'il va falloir allonger beaucoup, eh bien, je pars sur ce genre de technique. Alors en résumé, pour la chaîne postérieure courte, c'est une pathologie qui peut être responsable de plein de choses, d'une tendinopathie de l'anthèse d'Achille, d'une aponeurosite plantaire, de métatarsalgie hyperappui. L'examen, on va regarder, s'attacher à avoir une différence entre la flexion dorsale de cheville lorsque le genou est en extension et en flexion. On peut retrouver des douleurs du mollet. Vous pouvez les presser aussi cliniquement. Souvent, ils ont mal. Vous cherchez sur le tendon d'Achille, ils ont un petit peu mal sur le tendon d'Achille, et puis vous remontez plus haut, et ils ont mal sur le mollet. Vous avez cette notion de crampe qui est souvent retrouvée quand vous le recherchez à l'interrogatoire. Le traitement, ça reste un traitement médical. Le diagnostic est souvent clinique. Il peut y avoir des intrications avec d'autres pathologies. Il faut quand même faire un bilan d'imagerie pour éliminer ce genre de pathologie. Je reviendrai sur l'imagerie dans le chapitre suivant. Et le diagnostic, parfois, est compliqué. Parfois, le diagnostic est très pauvre, on n'a rien d'autre que ça. Donc après, c'est vrai que les chirurgies sont peu invalidantes. C'est toujours quelque chose, quand tout traitement médical n'a pas fonctionné, on peut dire au malade, on peut essayer ça, mais ce n'est pas sûr que ça marche. On peut être dans des cas comme ça de temps. Donc, le traitement fonctionnel, c'est surtout des étirements bicotidiens de la chaîne postérieure, des massages transverses profonds, des ondes de choc, des orthèses. Le traitement chirurgical, soit le Stryer, soit la section de l'aponévrose du gastrocnémium médial. Les suites sont simples et l'appui est immédiat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est compliqué à un malade de lui dire, ce malade il vient pour des douleurs, par exemple, d'aponévrose plantaire, il a mal au pied, il a mal au talon. Et on va lui dire, monsieur ou madame, je vais vous faire une petite incision derrière le genou et je vais allonger le muscle et vous aurez moins mal au pied. C'est un peu déconcertant pour les malades. Donc,
c'est vrai que il faut prendre le temps de leur expliquer le pourquoi du comment, et ils le comprennent très bien. Et cette notion de crampe et de douleur quand vous pressez les mollets, souvent ça leur fait tilt, ils font ah oui, effectivement, il y a un problème. Alors, je vous montre une petite vidéo qui vous montre l'énergie. Alors, donc là, on a le pli du genou qui est petite ligne. On fait une petite incision. Vous voyez, ça fait 2 centimètres. Mon doigt fait 2 centimètres, donc c'est à peu près mon doigt. Et puis, on vient aller chercher le gastrocnémium médial. Donc, on est ici. Le talon est de ce côté-là. C'est vraiment le gastrocnémium médial est là. Et on va aller le chercher. Et voilà, on voit très bien le muscle. Hop, les fibres du gastrocnémium médial. Et vous allez voir qu'on va les sectionner. Et c'est très rigide. On n'entend pas, mais avec le ciseau, on a quelque chose de vraiment très dur. Et on vient sectionner toutes les fibres, on laisse le corps musculaire en place, et ça y est, c'est terminé. Les fibres musculaires, on les voit encore là. Pourquoi je vous disais que sur le strier, il y avait un peu plus de risque de lésion du nerf sural, parce que vous voyez que ça vient plutôt en latéral, et là, ça se prolonge, les nerfs, et puis il y a un peu plus de nerfs à cet endroit-là. Alors, c'est bon pour la pathologie postérieure. Par contre, on va faire un petit focus sur la pathologie du tendon d'Achille, qui est un peu plus riche, parce qu'il y a d'autres traitements possibles lorsque le tendon d'Achille est malade et qu'on n'a finalement pas une chaîne postérieure courte. Donc, ce que j'appelle la tendinopathie classique du tendon d'Achille, c'est la tendinopathie corporeale. Donc, on va avoir une douleur au niveau du corps du tendon, ce qui est différent avec tout à l'heure, où c'était une douleur plutôt de l'anthèse. On retrouve à l'interrogatoire souvent une prise de poids récente, avec également une modification du chaussage ou du sport, ou du chaussage au sport. Bon, il faut le rechercher parce que de temps en temps, c'est juste un mauvais chaussage. C'est difficile à dire. À l'examen, on a une douleur palpatoire, on peut avoir un aspect nodulaire ou un œdème au niveau du corps du tendon d'Achille. On recherche bien évidemment une chaîne postérieure courte ou douloureuse, donc ça maintenant vous savez comment on fait et c'est important de le faire. Des douleurs d'aponévrose plantaire qui vont nous orienter également vers une chaîne postérieure courte, c'est important de le réaliser, excusez-moi. À l'examen paraclinique, donc qu'est-ce qu'on va demander? Donc on fait l'examen d'emblée sur une tendinopathie d'Achille, ce n'est pas utile de faire un examen paraclinique. On peut faire un traitement médical d'emblée devant une tendinopathie classique du tendon d'Achille. Par contre, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, on va aller vers l'examen clinique, vers les examens radiologiques, excepté si le tableau est très brillant, vous avez un très très gros œdème du tendon d'Achille, il est très rouge. Bon, là, on peut faire effectivement des examens cliniques d'emblée. Sinon, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas utile. On va demander des radios. C'est important d'avoir des radios en charge parce que, mine de rien, je dis toujours, les pieds et les chevilles, c'est fait pour être debout. Donc, des radios qui ne sont pas en charge, ça ne sert à rien. On ne peut pas les analyser. Sur les radios en charge, on va regarder le profil, savoir si c'est un pied creux, s'il y a des calcifications, si on voit des anthésopathies, comme l'épine calcanéenne ou l'anthésopathie calcanéenne du tendon d'Achille. Donc ça nous oriente quand même sur une pathologie. Quelque chose qui est important, c'est les clichés de Méhari. Ce sont ces clichés-là, c'est des clichés cerclés qui permettent de regarder l'arrière-pied de face et de voir s'il est en valgus ou en varus. Habituellement, on a un valgus de 5 à 9 degrés chez toute la population. C'est ce qu'on appelle un valgus physiologique. Lorsqu'on a un varus de l'arrière-pied, ça explique en partie ces douleurs et donc on va être amené à les corriger. Au niveau de l'IRM, on va pouvoir regarder l'aspect du tendon. Vous voyez ici un tendon qui est bien noir et qui s'épaissit. Donc ça, c'est un tendon d'Achille qui est malade, mais il n'est pas inflammatoire, il n'y a pas de bursite. On a un tendon qui s'insère très bien sur le calcanéum. On voit vraiment ce petite prolongation vers l'aponévrose plantaire. Donc tout ça, on le voit. Et ça sert vraiment pour regarder le tendon, la bursite, l'aspect de l'insertion. On peut faire également une échographie. Le traitement médical, c'est toujours en première intention, bien évidemment,
Donc, c'est la rééducation, donc c'est le protocole de Stanich que vous connaissez tous, les ondes de choc qui peuvent être radiaires ou extracorporelles, avec dans les études un peu de meilleurs résultats sur les ondes de choc extracorporelles que les ondes de choc radiaires, mais tout le monde n'en a pas, donc c'est compliqué. Les massages transverses profonds, ça marche très bien. Et encore, et les étirements de la chaîne postérieure, parce que même si on n'a pas une chaîne postérieure strictement courte, eh bien, il faut quand même rallonger parce que ça a tendance à se raccourcir avec le temps. Les semelles pour corriger un défaut d'axe d'arrière-pied, notamment un varus. L'orthèse amortissante, c'est utile à la phase aiguë. Hein, donc, pareil, hein, sur le tendon d'Achille, là, c'est une que je prescris qui s'appelle Achillotrain, mais il y a quelque chose en silicone qui permet de masser le tendon d'Achille à la marche. Et puis, il y a une petite talonnette incorporée qui permet aussi de diminuer les chocs lors du passage du pas. Et évidemment, la perte de poids. Je vous ai dit qu'à l'interrogatoire, on retrouvait souvent une prise de poids récente. Ça marche très, très bien. La perte de poids, moi, j'ai des malades qui venaient pour des très, très grosses tendinopathies d'Achille, qui étaient obèses, qui ont fait un bypass et ils n'avaient plus de douleur de cheville derrière. Ils n'avaient plus de douleur d'Achille. Et on n'a rien fait d'autre. Ils n'ont pas fait de kiné, juste perte de poids. Donc, c'est vraiment très important. Encore une fois, je ne dirais jamais assez, éviter les infiltrations, notamment les infiltrations de corticoïdes. Pourquoi? Parce que ça augmente le risque de rupture. Surtout sur un tendon malade, vous lui injectez des corticoïdes, ça risque de rompre. Donc, il faut éviter les infiltrations. Le traitement chirurgical, qu'en cas d'échec, évidemment d'un traitement médical bien conduit. Le traitement classique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le peignage. Donc, à ciel ouvert, on ouvre, on fait ce qu'on appelle une ténosynovectomie, on nettoie l'inflammation autour du tendon, et puis on vient faire des traits au bistouri tout le long, on ouvre longitudinalement le tendon pour le faire saigner, pour qu'il cicatrise et pour diminuer ces douleurs. C'est une chirurgie quand même qui a des risques cutanés. Pourquoi? Parce que cette peau au niveau de la face postéro-interne de la cheville est très mal vascularisée. Donc, elle ne cicatrise pas très bien. Donc, il y a un fort taux de nécrose par rapport à d'autres chirurgies et d'infection, donc, parce qu'une peau qui n'est pas bien vascularisée, c'est une peau qui ne se défend pas bien, et donc il y a un peu plus de risque d'infection que dans d'autres chirurgies. Chez les fumeurs, ce risque est bien plus élevé. Donc, si vous devez opérer un malade, eh bien, il vaut mieux lui faire arrêter de fumer avant, bien évidemment. Le traitement moderne de cette pathologie-là, c'est quoi? C'est la section du plantaire grêle. On fait la même chose, synovectomie plus ou moins peignage. Ça se fait sous endoscopie. Ça diminue les risques. On a moins de risques cutanés puisqu'on n'ouvre quasiment pas. On a de très bons résultats fonctionnels. Et vous allez me dire, mais pourquoi on sélectionne le plantaire grêle? Alors, je vous ai mis derrière toute une bibliographie que vous pourrez récupérer derrière après. On s'est rendu compte, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on sectionnait le plantaire grêle, on guérissait beaucoup de malades sans faire d'autres chirurgies, d'autres gestes associés forcément sur le tendon d'Achille. Alors, surtout quand ces douleurs, initialement, quand vous examinez les malades, elles sont plutôt postéro-médiales, donc à l'endroit du plantaire grêle. Et bien, chez malades-là, le plantaire grêle est responsable en partie de la pathologie. Ce plantaire grêle, je vous rappelle, il suit la chaîne postérieure, il est tout le long. Et à l'échographie, on peut retrouver une hyperémie au Doppler de ce plantaire grêle-là. Alors, voici toute la bibliographie récentes. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais je vous ai mis les plus importants qui montrent en fait cette chose. Alors voilà comment se déroule la chirurgie. Vous êtes en décubitus ventral. Vous avez ici la zone nodulaire qui est matérialisée. On vient faire une petite mouchure au niveau d'un côté du tendon d'Achille. On est sur un pied droit, donc ça c'est la face latérale. On vient ouvrir la gaine du tendon d'Achille et on vient ici avec une pince de Hallstedt passer à l'intérieur de cette gaine-là pour faire son espace et on vient mettre l'arthroscope, qui est un arthroscope standard, comme un genou, hein. On vient le mettre à l'intérieur. Déjà, ce geste-là permet de dilater toute la gaine du tendon. Ensuite, vous voyez la vue à l'intérieur, donc on voit rien.
On ne voit rien parce que tout est collé. Et on a, alors ici, vous avez le tendon d'Achille, vous voyez des petites fibres qui passent, ici c'est la gaine, et vous allez voir, là on passe une deuxième fois d'abord, et on va venir libérer le tendon d'Achille, donc faire la synovectomie de toutes ces attaches. Là, on a un tendon d'Achille qui n'est pas du tout mobile, on ne peut pas passer devant ni derrière. Là, on voit bien les fibres qui sont là normales du tendon d'Achille. Et vous voyez, tout ça, c'est des fibres qui sont collées complètement à la face. C'est pour ça que tout ce qui est massage, des choses comme ça permet de décoller un petit peu ces fibres-là. Et donc là, on voit très bien qu'il y a des fibres qui sont collées. Le but, c'est de pouvoir faire à peu près le tour du tendon d'Achille pour avoir collé toutes ces fibres-là. Une fois qu'on a vu que le plantaire grêle, c'était un problème, et bien le voilà, le plantaire grêle. Le plantaire grêle, vous voyez qu'il est tout petit. Alors souvent, on dit qu'il n'y a qu'un tiers des malades qui n'ont pas un tiers des malades qui n'ont pas de plantaire grêle. Ce n'est pas forcément vrai, il est plutôt plus ou moins présent. Donc, on vient chercher le plantaire grêle, vous voyez qu'il est très fin. Là, l'instrument que j'avais tout à l'heure faisait 5 mm, donc il fait moins de 5 mm, donc des fois, c'est facile de passer à côté. On prend le plantaire grêle, on vient le couper avec cette petite pince-là. Vous voyez que derrière, il y a ce qu'on appelle une synovite, c'est rouge, c'est inflammatoire. Et puis, une fois qu'on l'a coupé, on a en partie traité le malade. Et ensuite, comme à ciel ouvert, on va venir, alors là, je viens faire la synovectomie, on enlève tout ce tissu rouge qui est malade. Là, on a du tendon qui est correct. Là, on peut passer en dessous, là, on a la face ventrale. Là, on a la face dorsale. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on a fait un bon nettoyage et on arrive à avoir complètement le tendon d'Achille de haut en bas. Et ensuite, dans la zone boursouflée, on vient faire un petit trou, on vient passer notre bistouri. Alors d'abord, on passe une petite aiguille. Et ensuite, vous voyez là les fibres qui sont abîmées. Là, ce n'est plus du tendon normal. On vient passer d'abord une petite aiguille à cet endroit-là, puis un bistouri, un petit bistouri qui fait 2 mm. Et on vient vraiment faire comme un peignage, donc ouvrir cette zone-là. Et ensuite, on passe ici ce couteau motorisé pour faire saigner l'intérieur de cette lésion. Donc, s'il y a un kyste, des fois, il peut y avoir un kyste, il peut y avoir une lésion qui est très boursouflée, eh bien, on va la faire saigner pour qu'ensuite, ça cicatrise normalement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas… Les suites sont plutôt simples. Je donne un appui complet dans une botte de marche. Et puis, rapidement, on commence à bouger la cheville. Alors, je vous parle des ruptures partielles et de la maladie d'Haglund. Les ruptures partielles, pourquoi je vous dis rupture pour le chirurgien? Parce que les chirurgiens, on dit qu'il n'y a pas de rupture partielle. On dit soit le tendon il est rompu, soit il n'est pas rompu. Mais ce que le radiologue appelle les ruptures partielles, c'est souvent des tendinopathies avec des ruptures de quelques fibres. Donc, c'est plutôt une tendinopathie. Donc, le traitement reste médical, même s'il y a des petites fibres qui sont rompues. Et s'il y a un échec, c'est le traitement chirurgical. Pour les ruptures complètes du tendon d'Achille, ce sera juste dans le chapitre qui suit. Alors, la maladie d'Haglund. La maladie d'Haglund, typique, la vraie maladie d'Haglund, ça n'est que ça. C'est une femme jeune de 20-30 ans qui n'a pas d'antécédents, qui a des douleurs au chaussage de topographie postérolatérale, avec parfois des signes locaux, une rougeur ou des ulcérations au chaussage. Le traitement médical, c'est pareil que les tendinopathies d'Achille, mais c'est beaucoup moins efficace parce que le problème, il n'est pas vraiment au niveau de cette chaîne postérieure, il est vraiment au niveau de l'architecture du calcanéus. Le traitement chirurgical dépend des lésions de l'anthèse et de la radio en charge qu'on va avoir sur les différents examens radiologiques. Il y a des formes mixtes. Alors, ce que j'appelle les formes mixtes, c'est des anthésopathies avec un peu d'Haglund. Ce n'est pas du tout le même tableau clinique. C'est un homme d'âge mûr, 40-60 ans, qui a des antécédents, notamment qui peut être une hypercholestérolémie, un peu d'hypertension, qui a des douleurs lorsqu'il pratique le sport. C'est une douleur qui est plutôt de topographie médiane, au milieu, sur l'anthèse, avec des signes locaux qui sont très discrets. Donc, l'Haglund, normalement, il n'y a pas de lésion tendineuse. La vraie maladie de l'Haglund, il n'y a pas ça. Il y a juste la bosse du calcanéum et il y a une bursite sur l'IRM. Donc, pourquoi c'est utile pour nous les radios? Donc, quand on a ces radios-là,
on va regarder la pente calcanéenne. La pente calcanéenne, là, vous avez l'horizontale, vous avez une pente calcanéenne qui est calculée ici, qui est l'angle entre ces deux lignes. Grosso modo, quand on a une pente inférieure à 30 degrés ou supérieure à 30 degrés, on ne fera pas le même traitement. Pourquoi? Plus le calcanéum est vertical, moins vous aurez d'effet si vous réséquez, entre guillemets, juste la bosse. Et c'est aussi utile de regarder la longueur du calcanéum. Plus vous avez un calcanéum qui est long, pareil, plus il va falloir le raccourcir un petit peu. Donc, grosso modo, quand vous avez une pente calcanéenne inférieure à 30 degrés, que vous n'avez pas d'excès de longueur, eh ben, on peut faire une résection tubérositaire, c'est-à-dire on vient réséquer tout ce bord-là. Ça peut être fait à ciel ouvert, en mini-invasif, en percutané ou sous endoscopie, sous arthroscopie. Quand la pente calcanéenne est de 30 degrés ou plus, eh ben, on va plutôt s'orienter vers des osteotomies de correction d'axe. Donc, voilà les deux types de traitements. Donc, la résection tubérositaire, qui peut être faite de 3 façons, ciel ouvert, percutané, arthroscopie. Le percutané et l'arthroscopie permet d'avoir moins de lésions cutanées, donc c'est très intéressant. Les suites sont simples, vous marchez tout de suite après la chirurgie. Il y a juste du glaçage à faire. Et on vient réséquer. On réséque une vraie tranche, hein. On ne réséque pas juste la petite bosse, hein. On réséque vraiment une bonne partie du calcanéum à la partie postérieure. Donc, parfois, ça peut être étonnant sur les radiographies parce qu'on dit « Oh là là, le chirurgien, il s'est un petit peu emporté et il a emporté beaucoup de calcanéum. » Mais c'est normal, c'est pour éviter les récidives. L'ostéotomie de Zadek, c'est quoi? C'est en fait, lorsque les pentes calcanéennes sont trop élevées, le but, c'est de corriger l'axe du calcanéum. Donc, vous voyez ici, vous avez une pente calcanéenne qui est élevée, elle pourrait être plus élevée, hein. Vous voyez que le tendon d'Achille fait une espèce de petite chicane sur le calcanéus. Eh bien, on vient enlever une tranche osseuse, comme ça, et en enlevant la tranche osseuse, tac, eh bien, on se retrouve avec disparition du conflit. Et en règle générale, on met une vis. C'est une chirurgie qui peut se faire soit à ciel ouvert, soit en percutané, avec une préférence encore pour ma part pour le percutané, parce que je pense qu'il y a quand même moins de complications en percutané. On va passer maintenant sur le versant anthésopathie, donc vraiment l'insertion distale du tendon d'Achille. Donc, quand le tendon d'Achille, il y a des calcifications, il est malade, vous voyez qu'il est avec des petites ruptures partielles sur l'IRM, eh bien, là, on va plutôt s'orienter vers une chirurgie qui peut paraître lourde, c'est-à-dire qu'on vient désinsérer le tendon d'Achille et le réinsérer et enlever la tubérosité. Donc, on résèque le tissu malade et puis ensuite, on vient réinsérer le tendon d'Achille comme une coiffe et on fait ça, ce qu'on appelle un suture bridge, un split bridge, pardon, et on vient plaquer le tendon d'Achille au calcanéus. Donc, ça commence à se faire aussi sous endoscopie. Honnêtement, moi, pour l'instant, je ne le fais pas sous endoscopie parce que je trouve que c'est assez long. Et finalement, c'est déjà des chirurgies que je réserve chez des malades qui ne fument pas. Voilà, faut se mettre dans des bonnes conditions pour faire ces chirurgies-là avec de bons résultats. Et puis, peut-être que ça viendra sous endoscopie. Je l'ai déjà fait. Je propose plutôt chez les malades qui sont vraiment tarés, entre guillemets, hein, diabétiques, fumeurs, des choses comme ça, parce que c'est une chirurgie quand même plus longue et je trouve un peu plus fastidieuse qu'à ciel ouvert. Au niveau de la résection, des fois, quand on résèque le tissu malade, on se retrouve avec un tendon d'insertion qui est tellement malade qu'on se retrouve à ne plus pouvoir mettre le tendon d'Achille sur le calcanéus. Et ça arrive. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rallonger la chaîne postérieure. Vous allez me dire, oui, on peut faire. On peut rallonger la chaîne postérieure pour essayer de gagner en longueur. Mais souvent, vous allez perdre en force. Donc, du coup, eh ben, on peut également, dans le même temps, prendre le long fléchisseur de l'hallux. On vient le couper ici et on vient le réinsérer sur le calcanéus pour dérouter sa fonction. Vous allez me dire, mais ça sert à quelque chose, on ne pourra plus plier le gros orteil. Eh bien non, on continue à plier le gros orteil parce qu'il y a des attaches entre le tendon, le court et le long fléchisseur de l'hallux. Et on continue à avoir une flexion normale du gros orteil, une petite perte de force sur la flexion, mais une flexion normale.
C'est des chirurgies également qui se font sur les ruptures chroniques du tendon d'Achille. On peut le faire sous arthroscopie sans problème. On vient prendre ce tendon sous arthroscopie et le mettre sur le calcaneus pour redonner de la force musculaire et une bonne fonction au tendon d'Achille. Pour les ruptures complètes du tendon d'Achille, alors l'examen clinique, il est facile. Et le diagnostic, il est clinique. Il n'y a pas besoin d'examen très compliqué. Il n'y a même besoin d'aucun examen. Ça reste ce qu'on appelle le signe de Thompson. Je vous rappelle, quand vous pressez le mollet patient décubitus ventral, eh bien, automatiquement, on doit avoir normalement une flexion plantaire de la cheville. Si vous n'avez pas cette flexion plantaire, c'est qu'il y a un problème. Attention, chez les gens qui ont des gros chez les gens qui ont les gros. Excusez-moi. Non, je ne l'ai pas. Elle n'est pas là? Non, allez. Et en bas? Donc, chez les gens qui ont des grosses pathologies, des gros, pardon, plantaires grêles, nous avons, on peut avoir un Thompson qui est faussement négatif. On voit une ébauche. Pensez bien à comparer les deux côtés. Il faut qu'il y ait vraiment, quand il y a une franche différence, même s'il y a une petite ébauche, ça reste une rupture complète. Et puis souvent, vous voyez la voussure et puis le gap tendineux entre les deux tendons. Donc, c'est une discussion entre traitement orthopédique et traitement chirurgical. Il faut discuter avec le malade. Il n'y a pas de meilleur traitement, il y a des avantages et des inconvénients. Le traitement orthopédique, il n'y a pas de complications cutanées. Il y a un risque plus important de rupture et de perte de force. Le traitement est long, c'est plus ou moins 3 mois avec ensuite de la rééducation et on le réserve plutôt chez le patient diabétique et qui est taré, ou les ruptures de la jonction myotendineuse où là la chirurgie n'a aucun intérêt, il vaut mieux aller sur un traitement orthopédique. Traitement chirurgical, attention, lorsqu'on ouvre cette partie-là, il y a des risques de nécrose cutanée, d'infection. On a moindre rupture après un traitement chirurgical avec une force musculaire qui est conservée. On reprend un peu plus vite ses activités. Alors après, ça dépend des traitements chirurgicaux. Et c'est à privilégier vraiment chez le sportif pour avoir des résultats optimaux et notamment la diminution du risque de rupture. Le traitement orthopédique classique, alors chacun a ses petites recettes de cuisine. Moi, je fais 3 semaines de plâtre en équin, 3 semaines à 90 degrés, puis reprise progressive de l'appui avec des talonnettes de taille décroissante. Le sport, c'est environ à 6-8 mois. Traitement chirurgical, il y a 3 types de traitements chirurgicaux, le ciel ouvert, le percutané et le mini-invasif. Alors, le ciel ouvert, comme vous avez compris, il y a un risque de nécrose. Donc, chez le fumeur, il faut essayer de le déconseiller. Il peut y avoir des douleurs sur la cicatrice, parce que la cicatrice en elle-même peut être douloureuse à cet endroit-là. Et puis, ça peut gêner sur le contrefort de la chaussure. Et puis, c'est vraiment minimum, 3 semaines de plâtre. Voilà. Le percutané, je pense que c'est un traitement orthopédique amélioré. Il y a probablement une moins bonne tenue qu'une vraie suture et il y a un risque d'embrocher des nerfs. Donc, couplé à l'écho, c'est mieux. Les études montrent que quand on fait ce qu'on appelle le ténolig avec une échographie, on est plus sûr d'être dans le tendon parce que c'est facile de passer à côté et on est un peu plus sûr de ne pas s'embrocher un nerf. Et en général, il y a une période de plâtre derrière parce que c'est une tenue qui est quand même assez médiocre. Le mini-invasif, c'est quoi? Ça va être l'avantage de la chirurgie à ciel ouvert sans ouvrir complètement. Donc, on a une suture qui est très solide. On peut avoir un ancrage à l'os qui est possible et on peut donner l'appui complet tout de suite dans une botte. Donc, grosso modo, voici les 3 traitements. Donc, le ciel ouvert, vous avez là la rupture du tendon d'Achille. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, il reste le plantaire grêle. La corde qu'on voit, c'est le plantaire grêle qui est rarement rompu. Donc, une fois que vous avez suturé, des fois, c'est difficile de fermer la peau parce qu'on se retrouve avec une grosse tension au niveau du tendon d'Achille. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Au niveau du percutané, donc c'est le ténolig. Donc, on passe, là, vous avez le corps musculaire
et la fin du tendon. Là, il est ici le tendon, le gap tendineux qui est dessiné. Et on vient passer avec une grande aiguille, on passe dans cette partie-là, puis on ressort ici, et puis on met des petits boutons. Et là, il y a un petit harpon qui vient fixer le tout. Et le mini-invasif, c'est quoi? On va utiliser une instrumentation particulière pour être sûr d'être dans le tendon. Donc, on fait une cicatrice devant. Alors, moi, je la fais plutôt longitudinalement, mais là, ce ne sont pas mes dessins. Et puis, on vient prendre, avec ce petit instrument ou un autre, peu importe, on vient prendre le tendon à sa partie proximale. Et puis, on va passer à travers ce tendon. On a des petits trous sur ce petit instrument. Et à travers la peau, on vient prendre les fils, les récupérer par ce petit trou. Et on peut faire la même chose de l'autre côté, ou on va pouvoir aussi les ancrer directement avec des encres comme une coiffe des rotateurs, les ancrer directement au calcanéum pour avoir une accroche de ce tendon-là. On va le descendre pour qu'il puisse être en contact. Il n'y a pas de nœud à cet endroit-là. Du coup, il n'y a pas de souffrance cutanée à cet endroit-là. Et l'insertion se fait plus bas pour pouvoir l'impacter. Moi, ce que je préfère, c'est le mini-invasif avec un ancrage osseux. Pourquoi? Parce qu'il y a une récupération précoce. Je donne l'appui complet dans une botte de marche avec un léger équin. Alors, je ne donne pas forcément un grand équin. Ça dépend comme ça vient en paire opératoire. Donc, je le mets comme la cheville est tendue normalement. Et j'utilise ce genre de botte qui permet d'avoir un appui complet parce que, évidemment, avec un équin, vous ne pouvez pas appuyer. Et là, avec cette botte-là, en fait, vous avez un dévers au niveau de la semelle qui permet d'avoir un appui et de marcher normalement alors que vous êtes avec un peu d'équin. Donc, vous marchez tout de suite, donc ce n'est pas la même chose pour les suites. Et puis, progressivement, on récupère le 90 degrés. Et dès que le 90 degrés est atteint, donc ça, entre 4 et 6 semaines en moyenne, mais pas avant 4, hein, je déconseille, on peut marcher dans des baskets. Et puis ensuite, on fait de la rééducation pour renforcer le muscle. Voilà. Et je vous remercie et puis j'attends vos questions. Merci, Dr. Elkaïm. Alors, la première question concerne les PRP. Est-ce que vous les utilisez dans le traitement médical? Alors, moi, je ne les utilise pas. Hein, j'en fais pas des PRP. J'ai des collègues qui en font. Je vous avoue que je suis un peu circonspect avec les PRP parce que les études ne sont pas toutes très bien faites et ne montrent pas forcément d'amélioration. Par contre, il y a une méta-analyse qui est vraie, qui montre une amélioration d'1 mois dans la récupération, ce qui n'est pas énorme, mais bon, 1 mois d'amélioration dans la récupération sur les anthésopathies d'Achille. Sur les anthésopathies d'Achille, là, statistiquement, c'est significatif. On a une récupération un peu plus précoce sur 1 mois avec PRP que sans PRP. Après, sur les lésions du corps du tendon d'Achille, non, il n'y a aucune étude à ma connaissance qui a montré que c'était mieux. Deuxième question, l'existence de nodules sur le tendon change-t-il la prise en charge? Non, pas du tout. C'est ce que je disais dans la vidéo que je vous ai montrée. Hein. J'avais dessiné le nodule. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un nodule qu'on va aller plus vers la chirurgie et on fera le même type de chirurgie. C'est juste que s'il y a un nodule, plutôt que de faire que couper plantaire grêle, moi, comme je vous ai montré, je l'ouvre et je viens manger à l'intérieur du nodule toute cette zone qui est fibreuse pour que ça cicatrise et que ça diminue. Voilà. Mais les nodules, ils diminuent également juste avec le traitement médical, avec les ondes de choc. On peut avoir des nodules qui diminuent. Souvent, ça reste un petit peu. Hein, même sur les gros nodules, on a une petite voussure. On voit qu'effectivement, ce n'est pas un tendon d'Achille normal, mais on a des diminutions en volume du nodule. En parlant d'ondes, que pensez-vous des ondes électromagnétiques style Técart versus les ondes de choc? J'ai pas d'avis. Non, tout bonnement, je ne peux pas vous répondre. Je pense que tout ce qui est manipulation, ondes, tout ça, ça ne peut pas être mauvais pour le tendon d'Achille. Après, savoir si c'est plus efficace ou pas, je crois que je n'ai pas vu d'études qui montraient qu'il y avait une supériorité d'une méthode par rapport à une autre.
c'est vrai que les ondes de choc sont celles qui ont été le plus utilisées jusqu'à présent, et donc on a de la littérature dessus. Mais il faudrait avoir vraiment une étude comparative. Alors peut-être qu'il y en a une et que je ne connais pas, hein, vous me l'apprendrez, et je suis tout à fait friand de ces informations. Mais s'il n'y a pas de… à partir du moment où on va avoir une action mécanique sur le tendon, je pense que c'est bon. Et c'est ce qu'on fait nous chirurgicalement, hein. Chirurgicalement, on vient essayer de agresser ce tendon pour qu'il puisse cicatriser. Donc, je ne pense pas que ce soit un mal. Après, est-ce que c'est plus efficace que les ondes de choc? Je ne peux pas vous répondre. On conseille souvent dans le traitement médical soins dentaires, hydratation et AINS. Quel est votre avis sur ces sujets? Alors, les anti-inflammatoires, oui, j'en donne à la phase aiguë, c'est très utile. Voilà, il ne faut pas non plus que ce soit en continu, mais à la phase aiguë, effectivement, on a une pathologie inflammatoire. Bah, quand on a des anti-inflammatoires, c'est utile, sauf dans cette période de Covid où il faut éviter les anti-inflammatoires. Pour les soins dentaires, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été écrites. Alors, je ne le fais pas systématiquement de dire aux patients d'aller voir un dentiste. Par contre, quand je vois que l'état bucco-dentaire est assez abîmé, effectivement, je leur dis de consulter un dentiste et que ça peut avoir des effets. Et le troisième point, c'était quoi? Excuse-moi. AINS. Non, INS, j'ai répondu. Il y Ah, avait… hydratation. Et Hydratation. l'hydratation, oui, c'est pas… Alors ça, oui, l'hydratation, effectivement, tout ce qui est hydratation, bah, c'est comme tout sportif, enfin, il faut boire. Il faut boire pour tout ce qui est pathologie des tendons parce que bah, ça peut pas cicatriser un tendon normalement si on est un chameau. Ça marche pas. Donc, il faut vraiment bien s'hydrater. Ça, effectivement, c'est important. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le traitement de l'épine calcanéenne? Bah alors, l'épine calcanéenne, comme je disais, on ne traite pas l'épine. Donc, le traitement chirurgical, je parle du traitement chirurgical, hein, le traitement médical, comme je l'ai dit, c'est les étirements de la chaîne postérieure, les ondes de choc qui peuvent être réalisées à la fois sur la chaîne postérieure et sur la polyvrose plantaire en elle-même, et les orthèses plantaires. Le traitement chirurgical, il y a des tas de traitements qui existent. Alors, vous savez tous que quand il y a beaucoup de traitements qui existent, ça veut dire que probablement on n'a pas le bon. Donc, c'est déjà des pathologies qui vont très rarement au bloc. C'est-à-dire que je dois en opérer, allez, 2 par an. Et encore, je suis gentil. Donc, et j'en vois en consultation des caisses et des caisses. Donc, bien souvent, le traitement médical, ça fonctionne à tous les coups. Et pour les quelques récalcitrants, eh ben, le traitement chirurgical, avant, on enlevait, on réséquait la polyvrose plantaire. Alors, pas complètement, hein, parce que sinon, vous allez avoir un pied qui s'affaisse, mais sur son versant latéral, on résèque un petit peu la polyvrose plantaire. Et certains ajoutaient en plus d'enlever la fameuse épine calcanéenne qui angoissait tout le monde. Encore une fois, l'épine calcanéenne, ce n'est pas ça qui fait mal. L'épine calcanéenne, c'est que la conséquence de cette pathologie-là. Vous avez plein de gens qui, si vous faites des radios à distance, vous allez avoir plein de gens qui vont avoir des épines calcanéennes qui ne sont pas douloureux, qui ont peut-être eu des douleurs d'aponévrosite plantaire à un moment dans leur vie, et puis la calcification arrive assez tardivement. Donc, quand déjà vous avez l'épine calcanéenne, ça veut dire que ça a évolué depuis un petit moment. Donc, que vous l'enleviez ou que vous ne l'enleviez pas, c'est pareil. Le but, c'est d'allonger cette aponévrose plantaire. Le risque d'agir sur cette aponévrose plantaire directement, c'est d'avoir un pied qui s'affaisse. Donc ça, ce n'est pas très bon. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que c'est le même complexe, c'est toute la chaîne postérieure qui joue un rôle. Donc, si vous avez une chaîne postérieure courte, qui est en général le cas, vraiment, tous les malades qu'on voit qui ont des aponévroses plantaires ont des chaînes courtes, vous allongez la chaîne postérieure, donc moi je le fais au niveau du gastrocnéma médial, donc derrière le genou, bah, vous allongez cette chaîne postérieure et puis vous soulagez le malade. Donc c'est juste difficile pour le malade parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un malade qui vient pour une douleur du pied, vous lui dites je vais vous ouvrir derrière le genou. Il est fou celui-là.
mais effectivement, ça fonctionne. À partir de quand adresse-t-on au chirurgien une aponévrosite plantaire? Est-ce que c'est à partir de 3 mois de traitement médical? Est-ce que ça dépend du patient? Est-ce que Alors, vous avez des exemples d'exercices d'étirement à conseiller aux patients? oui, alors, euh, pour la, effectivement, ça dépend du malade. Si vous voyez que le malade, il a rien fait du tout, faut quand même un malade qui soit un minimum compliant. On n'est pas magicien parce que même si la chirurgie, ça améliore les choses, s'il ne fait pas d'étirement derrière, ça va cicatriser en se raccrochant là où c'était. Donc, ce n'est pas très utile. Donc, effectivement, en règle, moi, ce que je dis souvent aux malades, c'est qu'on fait un test. On fait les étirements bicotidiens. Alors, l'étirement que je donne à faire, c'est celui que j'avais sur la photo où on se met contre le mur et on étire le mollet. Je vais peut-être essayer de le remontrer. C'est celui où on est contre le mur et qu'on étend. Voilà, celui-là. Celui-ci. Alors, celui-là, il faut bien leur dire de bien mettre la cheville le plus loin possible, enfin, le talon le plus près du mur, de bien tendre le genou, parce que forcément, beaucoup plient le genou, du coup, ce n'est pas du tout efficace. Ça doit tirer à la face postérieure de jambe et presque au niveau du genou, puisque c'est le gastrocnéma médial qu'on met en tension. Et il faut bien leur dire d'avancer le bassin. Souvent, ils avancent les épaules et puis ils laissent le cul en arrière. Non, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment avancer le bassin pour étirer toute cette chaîne postérieure qui va jusqu'aux ischios. Tout ça, ça se prolonge. Donc, il faut vraiment étirer tout ça. Donc ça marche très, très bien. Et je leur dis de tenir la position de 10 secondes, de relâcher. 10 secondes, on relâche et on fait ça 5 minutes 2 fois par jour. Si le malade fait ça 5 minutes 2 fois par jour et qu'il a plus de douleur, bon, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Si il revient et qu'il me dit j'ai eu une amélioration, mais ce n'est pas top, et bien là, je suis quasiment certain que la chirurgie va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va allonger le gastrocnéma médial. C'est très bon de façon prédictive pour dire que la chirurgie va fonctionner. Par contre, s'il me dit j'ai fait mes étirements et ça ne m'a absolument rien fait, alors soit c'est que ce n'est pas ça, soit c'est qu'il n'a pas été sérieux sur les étirements. Donc, c'est là où c'est difficile de se prononcer sur la chirurgie. Après combien de temps? 3 mois, ça me semble quelque chose de correct si les choses sont bien faites. Donc, s'il a tout fait, les orthèses plantaires, la rééducation, les étirements. Donc, c'est contraignant de faire tout ça. Et la perte de poids aussi, la perte de poids, c'est important. Mais c'est contraignant de faire tout ça. Par contre, s'il fait ça bien, en général, il guérit. Tu as créé le pont vers la prochaine question. Est-ce que tu as des conseils alimentaires dans les tendinites? Alors, conseils alimentaires, non, pas spécialement. Alors, il faudrait peut-être demander à un diététicien, mais s'hydrater, ça c'est essentiel. C'est vrai que l'hydratation est importante. Après, le type d'aliment à manger, non, mais je pense qu'on dit qu'il faut perdre du poids, donc il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop sucré. Voilà, il faut essayer de perdre du poids. Donc, faut diminuer ses calories. Après, le type exact d'aliment, je ne peux pas dire. Par contre, l'hydratation, c'est important. Après un peignage du tendon, en combien de temps l'œdème disparaît-il? Alors, il faut à peu près 6-8 mois pour avoir une disparition complète de l'œdème après le peignage. C'est un peu long, c'est tout à fait normal. Pour une rupture totale de l'Achille chez un diabétique +++, quoi faire si la chirurgie est impossible? Alors, traitement orthopédique. Après, si c'est un diabétique très déséquilibré qui a des demandes fonctionnelles importantes, on peut faire un transfert du long fléchisseur de la luxe. Le transfert du long fléchisseur de la luxe, parce que des fois, le traitement orthopédique chez un diabétique c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que mettre un plâtre avec toute la période de décharge, ça peut être compliqué, notamment en cas d'obésité morbide, parce qu'ils n'arrivent pas à béquiller, ils se retrouvent en fauteuil, c'est un peu compliqué. Donc, pour améliorer ça, on fait une chirurgie endoscopique. Donc, on vient, comme j'avais montré, prendre le long fléchisseur de la luxe, l'insérer sur le calcanéum. On ne touche pas au tendon d'Achille qui, de toute façon, va cicatriser. Mais du coup, on a un rappel élastique qui va faire qu'il va cicatriser à la bonne longueur, sans avoir trop d'allongement, et puis en ayant un renfort musculaire par le long fléchisseur de la luxe.
conseillez-vous un traitement par semelle orthopédique après la rééducation ou conjointement, sachant que les semelles fixent un état? Alors, je pense que les semelles, il faut les modifier au cours du traitement. Euh, c'est pas une semelle identique tout le long et à vie. Il faut pouvoir la modifier parce que tout va se modifier. La façon de marcher, la façon de prendre son appui. Lorsqu'on est douloureux, on ne marche pas pareil que quand on n'est pas douloureux. Mais par contre, un trouble d'axe d'arrière-pied peut favoriser des tendinopathies. Donc, les semelles fixent un état, oui ou non. C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'ai dit, une semelle amortissante, si vous gardez votre semelle amortissante, bah, vous ne pouvez plus vous en passer et vous ne pouvez plus marcher pieds nus. Et donc, ça, c'est pas très bon non plus. Donc, à la phase aiguë, il y a un traitement avec des semelles et puis un traitement de rééducation. Et à la phase chronique, on aura un autre type de semelle pour éviter que ça revienne. Voilà. Si atteinte bilatérale, chirurgie bilatérale d'emblée ou en décalage? Non. Alors moi, je le fais d'emblée. Pourquoi? Parce que les suites sont assez simples. Je parle de l'allongement du tendon d'Achille, enfin l'allongement de la chaîne postérieure, l'allongement du gastrocnême médial, pardon. Je fais d'emblée les deux en même temps. Parce qu'on met le patient sur le ventre et que les suites sont assez simples, vous marchez tout de suite. Et donc, on règle le problème une fois pour toutes. Faire revenir le malade, pour ça, c'est pas comme si c'était un hallux valgus ou un pied, où là, même si on peut appuyer complètement tout de suite dessus, bah, d'avoir un pied valide, c'est quand même un peu mieux au départ. Là, les pieds on ne touche pas aux pieds, même s'ils viennent pour des douleurs de pied, on ne touche pas aux pieds. Donc, effectivement, je fais les deux côtés en même temps. Dernière question. Trop d'étirement ne risque-t-il pas de favoriser un tendon un peu trop long et donc un risque de récidive de rupture? Alors, trop d'étirement, s'il y a eu une rupture du tendon d'Achille, du coup, je comprends. Parce que là, c'est une récidive de rupture, ça veut dire qu'il y a déjà eu une rupture du tendon d'Achille. Donc, les étirements, il faut les faire progressivement, effectivement. Faut pas. Le risque de rupture, moi, les ruptures que j'ai vues chez des malades, c'est des malades qui ont eu des réparations du tendon d'Achille, qui ont eu effectivement de la rééducation sur un tendon qui était très rétracté, souvent avec une position en équin assez importante et maintenue dans le temps. Donc, du coup, bah, la position de l'équin, c'est une très mauvaise position pour la cheville, que ce soit sur le plan articulaire ou sur le plan tendineux. C'est très difficile de récupérer un équin et c'est très long. Donc, quand on a une rupture du tendon d'Achille et qu'on est fixé en équin pendant longtemps, eh ben, le risque de rupture est d'autant plus important parce que si on va étirer, effectivement, on a un risque d'étirer sur une zone qui n'est pas vraiment cicatrisée, qui est une zone fibreuse, et d'avoir cette rupture-là. Et c'est pour ça que dans les traitements orthopédiques, on a un peu plus de rupture. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un tendon un petit peu plus long qui ne se rompt pas qu'un tendon qui est à la bonne hauteur et qui va se rompre au premier traumatisme. Donc, il faut avoir un entre-deux. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de rupture dans les traitements orthopédiques, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus de perte de force dans les traitements orthopédiques, c'est parce que le tendon se rallonge en cicatrisant. C'est pour ça qu'il faut discuter. Le traitement optimal, ça reste de le remettre à sa place et de bouger tout de suite. Donc, c'est pour ça que je préfère le traitement mini-invasif, parce que je redonne l'appui tout de suite, je laisse un petit équin juste pendant 3 semaines, mais où le patient marche, où il peut faire, je l'encourage à mobiliser tout de suite sa cheville pour justement éviter ce problème-là. Il y a deux questions qui se sont glissées quand tu as répondu. Est-ce que tu veux y répondre? Oui, bien sûr. Les semelles orthopédiques chez le podologue et donc sur mesure sont-elles vraiment utiles? Certains chirurgiens disent que non. Bah, moi, je trouve que oui. Non, mais pourquoi c'est utile? Parce que alors, ça peut ne pas être utile dans les cas où il n'y a aucune pathologie sous-jacente. C'est pour ça que c'est important d'avoir un minimum d'examens, mis à part l'examen clinique. L'examen clinique nous oriente quand même fortement sur un défaut d'axe d'arrière-pied, sur une pathologie de pied creux ou de pied plat, des choses comme ça. Il y a peu de pieds parfaits, entre guillemets.
Donc, je pense que c'est souvent utile. Après, les radios, notamment les clichés de Méhari, parce que vous faites une radio qui n'est pas en charge, ça ne sert à rien. Donc, combien de fois je vois des patients qui arrivent à ma consultation avec des radios où on a des profils de pieds avec les deux pieds collés comme ça en position de yogi. Ça n'a aucun intérêt. Ces radios-là, elles n'ont aucun intérêt. Oui, on va vous dire, ah, il y a une épine calcanéenne, mais on s'en fout. Je veux dire, le problème, ce n'est pas l'épine calcanéenne. Donc, les radios, ça doit être fait en charge. Donc, il faut faire des pieds de face, de profil et des Méhari. Et avec ça, vous savez où vous allez. Donc, si vous avez des Méhari qui sont strictement normaux, que vous avez un pied qui est strictement normal, effectivement, peut-être que les semelles ne vont pas être utiles. Mais encore une fois, il faut quand même voir le patient marcher. Parce que quand le patient marche et qu'il a mal, eh bien, peut-être qu'il positionne mal son pied. Et quand il a fait sa radio, il ne positionnait pas son pied sur la radio comme il marche. Et son problème, ça vient à la marche, ça ne vient pas en position statique. Donc, il faut pouvoir analyser à la fois la clinique et la clinique dynamique et à la fois la clinique statique. Donc, il peut y avoir des utilités aux semelles à la phase dynamique et d'autres à la phase statique. Donc, je pense que c'est quand même souvent utile. Voilà. Ça peut ne pas être utile, mais ça reste assez rare. Est-ce que la technique en dépresso-massage type LPG est intéressante? C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui va avoir une action de détente des tissus, de toute vous avez vu, hein, quand je fais la chirurgie de l'endoscopie, vous avez le tendon et puis vous avez plein de ramifications qui sont collées à ce péritendon. Tout ce qui va pouvoir décoller, entre guillemets, cette zone-là peut être intéressante. Alors, je ne peux pas le déconseiller, je ne peux pas le dire, je peux pas vous dire ça marche mieux qu'autre chose, mais c'est toujours quelque chose, c'est toujours une action que vous avez sur cette pathologie-là que de toute façon, nous, on va faire. Donc, autant le faire avant sans chirurgie, parce que quand même, c'est mieux de ne pas être opéré. Eh ben, très bien. Merci, Dr Elkaïm. C'est la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez un sondage à la fin de cette réunion pour nous demander des thématiques. On le suit pour organiser notre programme, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je laisse le Dr Elkaïm conclure ce webinaire. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses et que ça a été enrichissant, apparemment un petit peu vu les commentaires. Et puis, encore désolé pour ma fille qui est passée pendant le webinaire, c'était pas de mon fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis j'espère à bientôt. Au revoir.